Donc je suis content d'ouvrir cette session sur l'éthique. Et l'éthique, la définition de l'éthique, c'est la rencontre entre la morale et la société. C'est la définition de l'éthique. C'est pas la morale, l'éthique, hein, c'est la morale dans un contexte social. Et donc ça veut dire que il y a toujours... il n'y a pas une morale transcendante qui s'impose à la société, c'est la société qui gère dans les circonstances, et y compris des circonstances réglementaires, hein, des éléments de morale qu'elle se doit d'intégrer. Et donc l'outil le plus utilisé pour gérer ces problèmes de morale et d'éthique, c'est la déclaration d'Helsinki, qui sont les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains. Voilà. Il y a quelques éléments. J'avais commencé ce travail avec Karl Linderland. Il y a quelques éléments, je ne veux pas les reprendre tous, mais quelques éléments qui sont importants à retenir dans la déclaration d'Helsinki. Le premier, c'est le progrès médical est basé sur la recherche qui, en fin de compte, doit impliquer les êtres humains. Ça ne pose pas de problème moral de penser ça, c'est raisonnable. Après, il y a une question morale, une vraie question morale qui se pose, celle-là, c'est qu'est-ce qui définit le progrès humain ? Et en particulier, quels sont les progrès dont on a besoin ? D'accord ? Ce qui est une vraie question. Parce que, comme on est dans une phase qui est plutôt stationnaire, dans la qualité médicale, à part dans des zones de niche, quels sont les progrès dont on a besoin ? C'est une vraie question. Donc, moi, je suis d'accord que s'il y a des progrès, il faut faire de la recherche médicale pour générer des progrès. Et si on est dans des domaines dans lesquels il n'y a pas de progrès à faire, ce qui est une vraie question qui va revenir, en tout cas, moi, dans mon point de vue, qui est celui dans une situation donnée, on a les produits qu'il faut, on n'a pas de besoin, et donc est-ce qu'il faut faire de la recherche dans ce domaine-là ? Ce qui est une vraie question. Je vais vous donner, parce que je peux difficilement résister à cette envie, l'exemple, et donc il faut faire attention d'avoir une différence morale entre le progrès et le marché que ça représente. Je vais vous donner un exemple qui est l'exemple qui m'a été le plus... qui m'a paru le plus cohérent avec ce que j'ai pu observer durant ma très longue carrière maintenant, qui est le traitement des angines. D'accord ? Les angines, l'angine la plus commune parmi les angines traitables que nous connaissions, c'est l'angine à streptocoque. Voilà. Et l'angine à streptocoque, on peut avoir à la traiter pour 3 raisons. 1, pour le traitement de l'angine elle-même, c'est-à-dire la douleur, la déglutition, la fièvre. Pour ça, malheureusement, comme l'évolution spontanée de l'angine à streptocoque, c'est la guérison, l'efficacité des médicaments dans cette situation, pour le traitement de l'angine elle-même, est très modérée. On n'a jamais démontré des différences très significatives entre tous les traitements qui ont été utilisés et l'absence de traitement. La deuxième chose, c'est les angines compliquées localement, qui vont donner des abcès, rétropharyngés, qui vont donner bien sûr, les médicaments efficaces sur le streptocoque vont empêcher l'évolution vers ces abcès, vers ces nécroses qui constituent une des complications. Et la troisième, qui était une question qu'il faut mettre en perspective des sujets à qui on s'adresse, sont les éventuelles complications à long terme, qui est le rhumatisme articulaire aigu, qui est une maladie inflammatoire mal comprise, chronique, qui donne des lésions cardiaques et qui peut donner des rechutes. Cela étant,
dans la situation des pays développés, il y a de temps en temps une bouffée très rare de cette maladie. La plupart du temps, elle a complètement disparu. La dernière étude qu'il y a eu en France doit être une trentaine d'années. Et elle a difficilement réussi à récupérer une vingtaine de cas. Et dans cette vingtaine de cas, il y avait la moitié qui n'était pas, pour lequel il n'y avait pas de diagnostic d'angine qui était retrouvé. Et ceux qui avaient un diagnostic d'angine, il y en avait 1 sur 2 qui avait été traité correctement et 1 sur 2 qui n'avait pas été traité. D'accord ? Donc, pour tirer des conclusions d'une étude comme ça, qui était une étude de tous les infectiologues de l'époque, dirigée par le professeur Stahl, l'étude, il n'y avait pas de différence. Donc, dans ces conditions, le fait d'éviter le rhumatisme articulaire aigu en France ou dans les pays développés est un objectif qui n'est pas vraiment un objectif de gain de santé. Donc, il reste le traitement du streptocoque en soi pour essayer d'éviter que les gens aient des complications. C'est très important ce que je dis parce que ça veut dire que dans les études, si vous traitez la maladie angine, ça n'est pas la même chose que si vous traitez le streptocoque bactérie. D'ailleurs, il y a des gens qui sont porteurs de streptocoque et qui ne sont pas malades. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on fait des rhumatismes articulaires aigus avec le streptocoque, sans streptocoque. Mais donc, voilà les questions posées. Une fois qu'on a ces questions, le streptocoque est sensible à la pénicilline, sensible à l'amoxicilline. Il l'est toujours sensible, en 100% des cas, à l'amoxicilline. Pour la pénicilline, il y a quelques biais parce qu'on a mis des taux virtuels de sensibilité tellement bas. Mais en réalité, c'est d'ailleurs, et si vous regardez dans les traitements de référence, je ne sais pas, dans UpToDate par exemple, tout le monde va vous dire on traite ça avec de la pénicilline ou de l'amoxicilline. Et donc, enfin, le problème de la pénicilline, c'est que c'est très vieux, et donc ça devrait être un des médicaments obsolètes. Donc ça va être ça la question, on finira par ça, c'est est-ce qu'on peut démontrer que c'est obsolète. La tentative de mise en obsolescence de la pénicilline a été basée sur l'allergie. Puis après, il y a d'autres éléments que je vais vous donner qui sont amusants. Mais on dit, non mais attendez, il y a beaucoup d'allergies à la pénicilline. Bon, les allergies documentées à la pénicilline, il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Et quand c'est le cas, il n'y a pas, ou très peu, dans des circonstances très particulières, d'allergies croisées avec les céphalosporines. Donc quand quelqu'un dit qu'il a une allergie à la pénicilline, vous pouvez toujours lui donner une céphalosporine de première ou deuxième génération. Il n'y a pas ou peu de réactions croisées. Et donc, ça devrait être la clinique qui guide la durée du traitement et non pas le fait de la persistance ou pas des streptocoques. Donc c'est le premier point, l'attaque, du coup, mais si vous vous rendez compte de ce que ça représente comme marché, les angines, c'est absolument colossal. Alors, il n'y a que les jeunes et dans les pays dans lesquels il y a du rhumatisme articulaire aigu qu'éventuellement vous avez besoin de contrôler la durée du portage du streptocoque. Encore, je ne suis pas sûr que ça ait été démontré, que la longueur du traitement ait un sens. Donc on donne la pénicilline, on dit que c'est 10 jours, basé sur des données qui ne permettent pas de vérifier que ça change l'évolution des patients. Mais comme c'est un marché énorme, alors pendant des années, moi j'ai vu s'accumuler les stratégies pour expliquer pourquoi il ne fallait pas utiliser la pénicilline. Parce que ça, bien sûr, c'est parce qu'il fallait prendre le marché pour un autre. Alors, le premier que j'ai eu, ça a été les nouveaux germes. Alors, on disait, tiens, il y a des gens qui avaient fait des prélèvements, on disait, il y a des angines, un chlamydia et mycoplasme. J'étais concerné parce que les nouveaux germes, c'était en plein dans mon domaine. Puis ça a disparu, c'était pour mettre des macrolides à la place. Et puis ensuite, ça a été la pathogénie indirecte. Alors ça, c'était parce qu'il y avait des moraxella qui faisaient des bêta-lactamases, et donc il fallait mettre quelque chose qui résiste aux bêta-lactamases, parce que ces bêta-lactamases des moraxella, c'est-à-dire le microbiote en pratique, empêchaient l'activité de la pénicilline. Mais on n'a jamais montré ça, c'est entièrement déductif. D'accord. Puis ensuite, il y a eu les angines à hémophilus influenzae. On a dit, tiens, on a une angine, on prend hémophilus, bien sûr, ça fait partie du microbiote banal. Et donc, il faut donner, je crois que c'est le céphaclor à l'époque, pour traiter les angines à hémophilus influenzae. Et puis ensuite, il y a eu, plus récemment, l'azithromycine. Alors, c'est très intéressant, ce sujet. L'azithromycine, en France, c'est pour les angines. Aux États-Unis, c'est pour les pneumopathies. Il n'y a pas d'AMM pour les pneumopathies en France pour l'azithromycine. Et il n'y a pas de... Je ne sais pas si la FDA recommande l'azithromycine, plutôt pas, parce que l'azithromycine, sur le plan microbiologique, en réalité, il doit y avoir 25% des streptocoques qui sont résistants aux macrolides, dont l'azithromycine quand même.
Et la raison pour laquelle on prescrit de l'azithromycine, c'est parce que, comme ça a une demi-vie longue, ça couvre les 10 jours qui sont nécessaires, sans qu'on sache pourquoi, pour enlever les streptocoques. Donc vous voyez, il y a la question de base de dire, écoutez, est-ce que nous avons besoin d'un progrès médical ou est-ce que ce que nous avons suffit? C'est une question dont on a l'impression qu'on ne peut pas le dire. Vous voyez, c'est tout un débat dans lequel on est. Je ne vais pas revenir pour aujourd'hui, pour ne pas être censuré sur YouTube, mais les vieux médicaments qui ont 50 ans, 70 ans, est-ce qu'on a besoin d'autre chose que ce qui existe déjà? Ou est-ce que, finalement, il n'y a pas de gain à espérer dans cette niche thérapeutique, parce que, finalement, on soigne très bien les gens, et qu'il n'y a pas de gain à espérer? Alors, l'objectif premier, du coup, est de comprendre les causes, une chose, le développement et les effets d'une maladie, d'améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Même les meilleures interventions éprouvées doivent être évaluées en permanence par des recherches portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité. Bon. Article 10. Donc, dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins doivent tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires dans leur propre pays. Ce que je vous disais, c'est l'éthique, c'est pas juste la morale, c'est le règlement. Même si le règlement est évolutif, complexe, nous, on a eu plusieurs lois concernant la bioéthique qui ne sont pas toutes les mêmes. Et donc, la morale n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le règlement. Le fond n'a pas changé. En particulier, la définition de ce qu'est le soin courant, ce qui n'est pas le soin courant, qui est un élément critique de la recherche médicale, quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire, on ne parle plus de la recherche de type soin courant. On ne dit pas, finalement, on fait ça dans d'autres solutions, donc on va faire comme d'habitude, mais si on fait comme d'habitude dans quelque chose qui n'est pas une indication d'habitude, la question se pose, attendez, c'est de la recherche, c'est pas de la recherche. Donc c'est une vraie question. La conception et la conduite de toutes les recherches doivent être clairement décrites et justifiées dans un protocole de recherche. Et ça, c'est très important, parce que ça, c'est pas, en tout cas, de mon point de vue, ça n'est pas transcrit en français, qui est, on doit donner des informations concernant le financement, les promoteurs, les affiliations institutionnelles, les conflits d'intérêts potentiels, les incitations pour les personnes impliquées dans la recherche. Donc on doit parler des sources qui payent, on doit expliquer si celui qui est en train de faire l'étude a des conflits d'intérêts, est-ce qu'il est payé lui-même, est-ce qu'il va tirer des bénéfices directs ou indirects de cette étude. Et moi je crois que transférer ça dans la loi française, ça veut dire que ça devrait être dans le papier qui est transmis au malade. On devrait dire au malade si on gagne de l'argent en faisant ce travail, ou si on a des avantages en nature. Donc, qui est-ce qui paye ce travail? On devrait le transmettre au malade. Qui le paye? Et qui paye? Est-ce que le médecin prescripteur est payé? C'est des choses qui n'ont pas été transcrites parce que la morale et la déclaration d'Helsinki le déclarent, mais du moment que ça n'a pas été transféré dans la réglementation française, là, vous voyez, la réglementation est en retard sur la morale. Ça, c'est de la morale, c'est dans le rapport médecin-malade. Il faut dire pourquoi on étudie, on fait participer quelqu'un à la recherche, quel est l'intérêt qu'on a, est-ce que c'est de la curiosité, est-ce que ça va faire progresser la connaissance, et est-ce que c'est pour gagner de l'argent en prescrivant un médicament. C'est particulièrement important, ça, concernant les médicaments. Voilà, le protocole de recherche doit être soumis à un comité d'éthique, une évaluation au comité d'éthique pour évaluation, commentaire, conseil et approbation avant que la recherche commence pour les éléments de recherche, bien sûr pas pour les éléments de collecte. Alors, là, le règlement, c'est les éléments moraux, le règlement, il est là, voilà, c'est les catégories définies par la loi Jardé, les recherches interventionnelles. C'est une intervention sur une personne non justifiée par sa prise en charge habituelle. Voilà. Donc, c'est de la recherche, donc ça rentre dans un protocole qui est un protocole de recherche. Les recherches interventionnelles sont incluses dans cette catégorie
Alors, les premières qui sont médicamenteuses, non seulement passent devant un comité de protection des personnes, mais ensuite, in fine, passent devant l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui tranche, et parfois, on a eu l'occasion, en proposant un traitement de raccourcissement de la tuberculose, qui a eu beaucoup d'écho, d'avoir 2 fois des avis favorables du comité de protection des personnes et qui a été bloqué au niveau de la NSM, qui a dit non, ne le faites pas, adressez-vous aux gens qui organisent des essais au Centre national de référence. Donc c'était pas une vision ni éthique, ni c'était une vision stratégique pour le pays. Donc vous voyez que c'est géré par un ensemble social qui n'a rien à voir avec la morale. C'est de la réglementation. Donc ensuite, c'est les recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes. La liste de celles-là est écrite, officielle, passée au journal officiel. Je vais vous la montrer. Comme ça, vous saurez là où on a le devoir de demander, et tout ce qui n'est pas dedans, on n'a pas le devoir de le demander. La catégorie 3, ce sont les recherches, les actes pratiqués, ainsi que les produits utilisés qui sont dans le cadre habituel du patient. L'intervention ne modifie pas la prise en charge des participants. Voilà, et la liste des interventions concernées est fixée par arrêté. Voilà. Donc, question relative de cas. Alors, ça, c'est en dehors de la loi Jardé. La loi Jardé est venue se superposer à des lois antérieures. Et celle-là date du droit romain, qui est la loi sur les déchets. Un déchet, depuis le droit romain, n'appartient à personne. Donc ce que vous mettez à la poubelle ne vous appartient plus. Et donc cette loi a été faite en 1975. C'était une loi qui concernait la saisie des métaux dans les poubelles. Donc il y a des gens qui prenaient des métaux pour aller les revendre. Et la question, je disais, mais attendez, il y a des gens qui recyclent et qui payent ou qui sont payés pour recycler les poubelles. Dans les poubelles, ils recyclent des choses qu'ils prennent pour eux-mêmes. D'accord ? Et donc, si vous leur piquez les métaux, ils perdent de l'argent. La question, c'est de savoir à qui appartiennent les déchets dans une poubelle. C'était une vraie question. C'est la question des métaux ou la question des, je ne sais pas, à un moment, les gens piquaient les radios parce que je ne sais pas ce qu'il y a comme métal dans les radios. Et donc, si vous jetez des milliers de radios, est-ce que quelqu'un peut prendre ces radios pour en sortir ces métaux ou est-ce que ça doit passer dans un recyclage ? Regardez, on a maintenant des dépôts de papier parce que les gens recyclent les papiers et donc ils gardent de l'argent en recyclant les papiers ou les verres. Vous voyez, est-ce que vous pouvez prendre un déchet ? Donc la loi postule que les déchets n'appartiennent à personne. Du moment où quelque chose devient un déchet, il appartient à celui qui saisit le déchet. Après, parce qu'il cesse d'être un déchet pour besoin de propriété. D'accord ? Et donc les déchets, c'est ce que vous jetez. Donc là, on va avoir des questions qui vont se poser avec la loi Jardé, qui est une interprétation de la loi Jardé. D'accord ? Donc, bien sûr, ce que vous jetez, que ce soit dans les toilettes ou que ce soit dans les poubelles, ça n'appartient plus à personne, encore une fois, depuis le droit romain. Ça, c'est vrai pour les selles, c'est vrai pour les urines, c'est vrai pour les crachats, c'est ce que vous jetez. D'accord ? Mais la vraie question, et donc, c'est là, vous voyez. Et donc, cette liste est faite, elle est publiée au JO, et vous voyez, donc, il y a les biopsies cutanées, les tissus biopsies, ce que vous faites pour cette étude, qui ne mettent pas la vie du patient en danger, vous voyez. Les urines, si vous faites un sondage, mais pas si c'est des urines émises naturellement, parce que ces urines, quand on lit la loi sur les déchets, c'est ce que l'on a jeté ou l'intention de jeter, qui n'a plus de propriétaire. D'accord ? Donc, les écouvillonnages, alors les écouvillonnages, vous voyez que si on avait pu travailler ça, on aurait vu, il n'y a pas les écouvillonnages rectaux dedans. Donc, un des débats, comme on avait avec la NSM, aurait probablement pu éviter, si on avait regardé plus en détail, la liste de ce qui était et ce qui n'était pas. Mais en revanche, du col utérin, du vagin, de l'œil et du nasopharynx, les expectorations provoquées, le liquide amniotique, si on en prend plus que ce qu'on en prend au cours d'une ponction, il ne s'agit pas d'aller faire une ponction de liquide amniotique, il s'agit de prendre plus de liquide amniotique ou de prendre plus de liquide céphalorachidien ou de prendre plus de sang. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est sorti au JO. Et donc,
la question qui, de mon point de vue, n'est pas clarifiée, qui est une question qu'il faudra bien clarifier, mais pour l'instant, les gens sont un peu trop agités pour faire des choses dans le calme, c'est que il est prévu explicitement dans la loi que si vous faites des prélèvements de cette nature pour une recherche, vous ne pouvez pas l'utiliser pour une autre recherche sans revenir au patient pour lui demander. Sauf que ça entre en contradiction avec la loi sur les déchets. C'est-à-dire que si vous avez fait des prélèvements pour une recherche, que vous avez fini votre recherche, que vous avez fini de garder le temps nécessaire pour le contrôler si c'était nécessaire, eh bien vous allez le jeter. Et donc, puisque vous allez le jeter, ça devient un déchet. Donc il y a une contradiction entre le fait que ça devienne un déchet et le fait que vous le gardez. Vous savez, ça ramène à cette histoire, qui était une histoire complexe, d'une jeune accouchée qui avait donné un cordon ombilical pour qu'il puisse être utilisé pour les cellules souches, et puis qui après a dit « rendez-moi mon cordon ombilical parce que s'il y a des cellules souches, moi j'aurais peut-être une maladie ou quelqu'un, donc je vais le faire ». Mais une fois que vous lui aurez rendu le cordon ombilical, elle ne saura pas quoi en faire. Ouais. Parce qu'il faut le préparer, le congeler pour pas que ça se disparaisse. Et donc, c'est un déchet. Les cordons ombilicaux, ça se jette. Voilà. Donc, en revanche, bien sûr, si vous pouvez remonter à la source, et vous faites de la génétique dessus, alors ça retrouve un propriétaire. Puisque vous vous en servez pour faire des identifications génétiques, ce qui est interdit par la loi. Faire l'identification génétique, bien sûr, encore moins sans demander aux gens. Déjà, même quand ils sont volontaires, le cadre de ça est compliqué. Le dernier point dont je vous parlais, c'est celui qui est un point, moi, qui me perturbe beaucoup, qui est celui des essais de non-infériorité. Vous voyez ? Et on revient sur la question du progrès. S'il n'y a pas de progrès à attendre, bien sûr, les essais de non-infériorité, c'est la raison des essais de non-infériorité. D'accord ? S'il y a un progrès à attendre d'un nouveau traitement, il n'y a pas d'essai de non-infériorité. Qu'est-ce que c'est que l'essai de non-infériorité si, autrement que je n'attends pas de progrès. Alors, ça peut être de dire, écoutez, je prépare ça pour le futur. Par exemple, dans les antibiotiques, on peut dire, pour l'instant, il n'y a pas de résistance, mais imaginez qu'il y ait une résistance demain, on veut tester cet antibiotique pour la toxicité, pour l'efficacité, parce que demain, on aura peut-être besoin d'un recours, d'un nouvel antibiotique qui marchera pour une situation à l'avenir, mais qui ne bénéficie pas du tout aux malades. Donc la question, c'est effectivement d'avoir, comme pour la question du conflit d'intérêts ou de l'argent, la question, c'est de dire jusqu'à quel point est-ce qu'on informe le malade que ça n'a pas d'intérêt pour lui. Ce qui est une vraie question. C'est un débat que j'ai essayé d'avoir ici avec Mme Costagliola, avec plus ou moins de succès. C'est qu'à part si vous avez des militants de la pathologie qui sont d'accord pour essayer les nouvelles stratégies en disant ce sera plus simple, etc., le pourcentage de gens qui vont accepter, s'ils sont correctement éclairés, de participer à un essai dans lequel ils n'ont aucun bénéfice et ils risquent de prendre des risques incalculés, sinon il n'y aurait pas d'études de non-infériorité, c'est une question. Et donc, il y a une explosion du nombre d'essais de cette nature, de non-infériorité, et donc les gens qui ont écrit ça, qui n'ont pas du tout de conflit d'intérêt, ils disent il faut faire attention parce que si vous enrôlez des gens dans des essais de non-infériorité, petit à petit, nous allons éroder notre crédibilité. Donc il faut faire attention, si on ne déclare pas ces conflits d'intérêts et que les gens le savent, on érode notre crédibilité, mais si vous les déclarez aux gens, vous érodez aussi votre crédibilité, parce que les gens ne comprennent pas trop pourquoi on peut leur demander d'essayer un médicament qui ne marche pas mieux que le médicament. C'est ça ce que c'est, un essai de non-infériorité. Si j'ai un médicament qui marche bien, je veux essayer un autre médicament pour montrer qu'il ne marche pas moins bien que celui qui est connu. Donc ça veut dire qu'il y a une chance pour qu'il soit moins bien. Donc, vous faites prendre un risque, peut-être théorique, au malade, pour lequel il n'y a pas de bénéfice. Donc moi je suis
À la limite, je comprendrais mieux qu'effectivement, on ait une compensation pour le malade, en disant on va vous donner quelque chose en échange, je ne sais pas quoi, un nounours, des sous, je sais pas, un paquet de bonbons, j'en sais rien, mais quelque chose. Il ne faut pas que le patient ne prenne que des risques, qu'il n'y ait aucun avantage. Et donc la seule manière de faire, de mon point de vue, un essai de cette nature-là, c'est un, de ne pas dire que vous gagnez de l'argent au passage, et deux, c'est pas de dire qu'il n'y a aucun intérêt pour lui. Sinon, c'est compliqué à accepter. Donc voilà quelques éléments qui montrent qu'il faut revenir à des questions de morale. Le rapport entre le médecin et son patient doit être un rapport de confiance. Donc, le patient doit être convaincu, et ça doit être vrai, que vous faites le mieux de ce que vous pensez et savez pour lui, dans l'état de vos connaissances, où vos choix ne reflètent pas nécessairement les recommandations. Parfois, c'est autre chose. Il y a des quantités de traitements qui ont été inventés bien avant que ça représente des recommandations. Je me souviens très bien, par exemple, des traitements d'infection urinaire. Traitement de ce qu'on fait maintenant, c'est les femmes qui l'ont inventé, c'est pas les médecins. Moi, quand j'ai fait mes études, on disait qu'il fallait faire un prélèvement, faire un antibiogramme et traiter pendant 10 jours l'infection urinaire. Et puis pendant ce temps, les femmes, elles ne faisaient pas ça du tout. Mon petit, tu vois, la première fois que la fille avait une cystite, elle dit tiens, prends ça. Alors, ça c'était du Rufol, des pipis bleus, ça c'était ça c'était du bleu de méthylène, enfin globalement. Et plusieurs années après, moi je me souviens la première fois que j'ai vu un papier dans le Lancet où ils avaient comparé la stratégie du traitement minute non documenté par rapport au truc, et puis ça marchait au moins aussi bien. Voilà. Et donc c'est les échecs du traitement minute empirique qui sont documentés, mais à chaque fois qu'une femme a une cystite, maintenant ça viendrait à personne. Elle ne le faisait pas, mais c'est ce qu'on nous apprenait, nous, à l'époque. On nous apprenait, voilà, c'est comme ça qu'on traite les infections urinaires aiguës. Mais c'était pas vrai, on ne les traitait pas comme ça, elles ne se traitaient pas comme ça, donc on traitait une toute petite proportion, puis les autres faisaient autre chose. Donc encore une fois, les recommandations, c'est une photographie de l'état de la connaissance des gens qui ont fait la recommandation. Moi, j'ai fait un article là-dessus, sur les endocardites, en corrélant, en disant, voilà, qu'est-ce que vous faites en réalité dans tel et tel tableau. Et les gens m'ont répondu du mieux qu'ils pouvaient et du mieux qu'ils savaient, parce que c'est pas parce que vous avez dit, moi j'ai une grande expérience de ça, vous avez mis un protocole au point de standardisation thérapeutique que les gens le font. Nous, je me rappelle, sur les endocardites, il nous a fallu à peu près 8 ans pour avoir 65% de compliance des médecins au traitement. À peu près 8 ans, en regardant toutes les semaines les résultats, hein, c'était terrible. Hein. Donc moi, si on me demande pour cet article, voilà, qu'est-ce que vous faites? Alors pour les endocardites, je mettais ça, mais je savais que ça devait représenter 50 à 65%. Déjà, ce n'est pas entièrement vrai. Et ce que je faisais, il y avait toute une série de domaines dans lesquels ça ne correspondait pas aux recommandations. Et ce qui était très étrange, c'est que donc il y avait au moins 35% des traitements protocolisés théoriques qui ne correspondaient pas aux recommandations et qui incluaient la plupart des recommandations avaient été écrites par les auteurs qui ne suivaient pas les recommandations. D'accord ? Donc c'est virtuel. Ça ne peut pas vraiment être opposé, une recommandation. C'est ce que pensent les gens à un moment donné, dans une situation donnée. Après, les choses sont plus complexes que ça. Et voilà donc les discordances qu'on peut observer entre une morale qui persiste et des réglementations qui évoluent, qui sont dans l'état de la société, avec la pression de tous les intervenants. Moi, je me rappelle, je terminerai là-dessus, pour la morale, c'était pourtant, Dieu sait que c'était mon ami et mon maître. Monsieur Accard a fait une grande table ronde sur les rôles du médecin, du malade prescripteur, de l'environnement. Je dis, vous êtes sûr que c'est les seuls partenaires? Vous n'avez pas oublié l'industrie pharmaceutique dans la décision d'usage, de non-usage, de recommandation, de non-recommandation quand même, c'est un élément essentiel qui amenait à faire que comme la réglementation, ça variait d'un pays à l'autre, et donc vous savez que les points limites des antibiogrammes, c'est-à-dire l'échelle d'activité théorique des antibiogrammes, n'était pas la même d'un pays à l'autre, et en Europe, donc une tentative de coordination maintenant qui est différente de celle des États-Unis.
c'est pas que les microbes changent de sensibilité d'un endroit à l'autre, c'est les hommes qui changent d'opinion sur la sensibilité en fonction de différents paramètres, y compris bien sûr ceux de la puissance de l'industrie pharmaceutique dans ce domaine précis. Je vous remercie.